Radio Vie Meilleure vous présente L'Homme sans masque, une émission radiophonique consacrée aux hommes, fils et époux. Chaque 4e samedi du mois, en live de 15h à 16h30, L'Homme sans masque. Mesdames, Messieurs, l'équipe de l'émission L'Homme sans masque se penche une fois de plus sur l'une des principales préoccupations de tout individu marié, à savoir ce qu'il en est réellement de sa liberté et de sa conjugalité au sein du couple. Dites-moi, comment vivez-vous votre vie de couple? Vous sentez-vous libre ou esclave? L'homme a-t-il le droit de sortir quand il veut? A-t-on le droit au sein du couple d'avoir une vie privée? Comment voyez-vous votre femme ou votre époux? Est-il ou est-elle une propriété privée? Je vous rappelle que cette émission, c'est une émission qui a été mise en place et conçue pour les hommes, mais vous les femmes, vous êtes toutes les bienvenues. Pour mener à bien cette émission, je fais appel à l'expertise de Sandrine Joinville, qui, elle, est médiatrice familiale. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Voilà, je fais appel également à l'expertise de Moïse Valsi, qui lui est psychologue. Moïse, bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir chers amis auditeurs. Et je fais également appel à l'expertise de Éric Joinville, qui lui est théologien. Merci, bonjour Jean, merci, bonjour chacun de vous, chers auditeurs de la Radio Vie Meilleure. Nous apprécions vivement ceux et celles qui travaillent dans l'ombre, car depuis 14h, 13h même, pour assurer la mise en onde sonore et en image de cette émission, l'équipe du Standard prêt à réceptionner vos appels. J'espère que vous êtes tous et toutes bien installés à côté de votre époux ou de votre épouse. L'objectif de cette émission est de vous apporter des outils nécessaires et utiles au bon fonctionnement de votre vie familiale. Accrochez-vous car nous allons vivre une émission palpitante et passionnante. Commençons par définir la notion d'esclavage, de liberté et de conjugalité pour qu'au départ, nous soyons tous et toutes sur la même longueur d'onde. Donc, pour commencer, je m'adresse à Maurice Valsi, qui lui est psychologue. Maurice Valsi, comment définissez-vous la conjugalité et l'esclavage? Alors, d'un point de vue psychologique, la conjugalité peut être conçue comme un processus de transformation de relations, de transformation du rapport à l'autre. En fait, les individus qui sont en couple, en conjugalité, vont être soumis à une réorganisation dans ce qu'on pourrait appeler une démocratisation de leurs besoins, de leurs attentes et aussi de la question des mérites. Tout le long, parce que c'est un processus, ce qui, pour moi, n'était pas égal va s'égaliser, ce qui était plus sexualisé va se désexualiser, ce qui était individualisé, égocentré, va s'étendre à l'autre, va s'étendre aux autres. Ainsi, aussi, l'approche psychologique de la liberté va amener à comprendre que c'est la capacité pour l'individu à être auteur de son acte. Liberté, être auteur de son acte. C'est-à-dire que le sujet va avoir le choix en tant qu'il n'est pas déterminé par des causes, il va accomplir librement ce qu'il va décider et cela, dès lors, va éliminer les possibles à l'exception d'un seul. C'est-à-dire que l'individu va être de moins en moins mu par autre chose que par ses propres décisions, son propre vécu, sa propre façon de penser. Donc, il va poser des actes conscients, des actes, on va dire, libres. Donc, la liberté et la conjugalité vont dès lors l'inscrire dans sa capacité à agir de telle ou telle façon, de façon globale. Elle va poser et reposer la question de sa responsabilité. Suis-je ou pas librement acteur de cet acte ou suis-je
mus par une autre force, par une autre pensée, par une autre conscience. Vont se poser ces questions-là lorsque, effectivement, selon moi, on va être face à la question de la liberté dans la conjugalité. Mais il y a une construction qui va se faire, mais une construction volontaire, une construction acceptée et une construction aussi désirée. Ça aussi, ça va être important parce que le désir, la motivation va s'exprimer dans ce qui va être mis en œuvre. Voilà, ça promet, après tant de notions que vous nous avez dit là, nous allons certainement revenir sur tous ces aspects, sur le point de vue psychologique. Maintenant, voyons un petit peu le point de vue social avec Sandrine. Alors, je poursuis un petit peu dans la continuité de ce que Moïse a expliqué, en rajoutant que la conjugalité, dépend d'un acte légitime, c'est-à-dire les deux personnes sont déclarées conjoints parce qu'ils sont mariés. Alors, avant, il y avait un seul type de conjugalité, c'était lorsque les gens étaient mariés. Maintenant, ça a un petit peu évolué puisqu'il y a eu des transformations au niveau des modes de légitimité. Il y a le pax, il y a l'union libre, il y a le concubinage. Ça peut être défini comme deux personnes étant en conjugalité puisque ces modes d'alliance sont dits légitimes. Maintenant, être libre en conjugalité, c'est surtout avoir l'aptitude et la capacité à ne pas refuser les conseils et les modèles d'évolution ou de raisonnement qui arrivent au sein du couple et être capable de décider de manière éclairée. Et face à ça, on va retrouver une contrainte à la liberté, c'est lorsque les conjoints sont incapables de penser autrement que ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que le conjoint va prétendre tout connaître. Il y aura une seule opinion, il y aura une seule vérité. Ça, c'est une contrainte à la liberté au sein de la conjugalité. Et puis, nous allons développer au fur et à mesure. Très bien, ça s'annonce palpitant. Alors, Éric Jouéville, en tant que théologien, quelle approche vous faites de la liberté et de la conjugalité? Alors, quelle approche que je fais entre la liberté et la conjugalité? Alors, tout d'abord, la conjugalité, c'est quoi? On a déjà donné des significations. Définition. J'aimerais simplement rajouter quand même un petit peu dans la définition. Eh bien, si on pouvait dire globalement, c'est une union. La conjugalité est une union. Après, Sandrine a dit qu'au départ, quand on parlait de conjugalité, on faisait appel à la notion du mariage et qu'après ça, le temps a évolué et qu'il y a eu des recensements dans la population qui a fait que certaines personnes réclament aussi une part de la conjugalité tout en n'étant pas sur le régime matrimonial, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas mariés. Mais en réalité, la conjugalité a relation avec les époux. Sinon, on parle de union libre. Et quand on parle de union libre, on n'est pas dans les mêmes statuts que deux personnes qui se soient mariées et qui vivent une conjugalité, qui conjuguent, qui unit. Alors, mais si je vais dans ce sens-là, et pour faire le lien, c'est vrai même par rapport aux personnes qui sont paxées, ou bien les personnes qui vivent en concubinage, c'est-à-dire avec des personnes qui ne sont pas leur mari, ni leur femme, on va dire qu'il y a les mêmes attentes, il y a les mêmes obligations au sein de ces relations. Mais toutefois, quand on parle de conjugalité, eh bien, on entend par la union, mariage. Et la liberté, eh bien, concernant la liberté, ce que je pourrais rajouter, c'est que
ce sont des personnes qui ne sont pas sous la dépendance de quelqu'un, qui n'est pas sous l'esclavage ou qui n'est pas enfermé. Ce sont des personnes qui ont la possibilité, le pouvoir d'agir sans contrainte, avec une autonomie, avec une liberté de décision et d'action. Donc, ce qui veut dire que si nous faisons le lien avec le mariage, la conjugalité, eh bien, nous devons trouver des personnes qui sont libres dans leur action et dans leurs décisions. D'accord? Si on parle de cette liberté. Tout en, parce que comme on parle de conjugalité, on parle de mariage, cependant, il y a une opposition aussi. Pourquoi? Parce qu'au sein du mariage, de l'union, il y a des contraintes. Il y a des obligations qui font que les époux et les épouses doivent faire face. Et on verra si parler de liberté au sein du couple, cela annule les contraintes et les obligations d'un homme envers sa femme et d'une femme envers son mari. Nous verrons bien sûr cela. Et si on devait rajouter, bien sûr, les deux autres, ceux qui sont pacsés et ceux qui vivent en concubinage, est-ce qu'ils ont aussi les mêmes attentes? La femme a les mêmes attentes que l'homme vis-à-vis de l'homme et l'homme vis-à-vis de la femme que deux personnes qui seraient mariées sous le régime matrimonial. Eh bien, voilà que nous avons défini au niveau psychologique, au niveau social et au niveau théologique la définition de la conjugalité et de la liberté. L'heure est arrivée pour nous de mettre le pied dans le plat et nous allons tout de suite commencer cette émission. Nous sommes pratiquement sur la même longueur d'onde, tous et toutes. Nous nous sommes définis. Et bien maintenant, c'est parti avec cette très belle question. L'homme a-t-il le droit de sortir comme il veut? L'homme a-t-il le droit de sortir comme il veut? C'est une bonne question. Pour moi, je répondrai à cette question par une question rhétorique. Qui lui donne ce droit? S'il l'a, qui lui donne ce droit? S'il ne l'a pas, qui le lui enlève? Parce qu'à partir du moment que quelqu'un lui enlèverait le droit, à lui ou à elle, parce que la question peut être posée aussi pour la femme. Pour ma femme. À partir du moment où quelqu'un lui enlève ce droit-là, il n'est plus libre. Il est contraint. On l'oblige. Et donc, on peut s'interroger sur le mode relationnel ici. Maintenant, à partir du moment qu'il s'octroie ce droit, quelle est la place, quel rapport, comment dirais-je, quelle attention a-t-il pour l'autre qui doit simplement subir ce droit qu'il s'est octroyé? Donc, pour moi, quelque part, c'est pour ça que je disais, je réponds de façon rhétorique, quelque part, en fait, nous pouvons avoir tendance à dire non, il n'a pas le droit, oui, il a le droit. Seulement, on est en conjugalité, la question du droit ne se définit plus seule. La question de la décision, normalement, ne se définit plus seule. Éric parlait tout à l'heure de ces différentes formes de vie de couple aujourd'hui, mais conjuguer, bon, à l'école, hein, depuis CP, on apprend à conjuguer, non, peut-être plus tard, à conjuguer des verbes. C'est Et à peu près, oui. On prend les différents pronoms, et donc je, tu, il, nous, vous, il. Et donc, en fait, et on va à toutes ces formes-là, et donc on va avoir aussi les différents temps, ce verbe-là va se former, va se déformer, et les sujets vont changer. Mais ce verbe-là va toujours rester le même, mais va s'exprimer différemment. C'est le même, mais il va s'exprimer différemment. Est-ce que cela veut dire que dès que je suis marié, j'ai perdu ma liberté? Les autres peuvent répondre, vous pouvez réagir. Si je me marie, c'est parce que je suis libre que je me marie.
C'est parce que je suis libre que tu te maries, mais une fois marié. C'est parce que je suis libre que je me marie. Et c'est pour vivre la liberté que je me marie. Oh là! Ce qui est intéressant, c'est que la question qui se pose montre aussi une transformation de ce qu'est le couple, de ce qu'il était de façon traditionnelle, un couple marié de façon traditionnelle, où on n'aurait pas à poser la question de ce que l'homme doit faire ou ne pas faire, de ce qu'il a droit de faire ou pas. Avant, c'est-à-dire, on va dire, allez, 50, 60 ans en arrière, c'est plutôt la femme qui devait obtenir le droit de faire telle ou telle chose. Tout à fait. D'accord ? Maintenant, le couple contemporain, le couple postmoderne, arrive à ce type de questions, surtout en termes dans la notion de l'homme, hein, surtout, hein, que je dis, parce que les couples, les conjoints, la conjugalité s'est transformée, a évolué. Et la conjugalité est définie par les partenaires. Et pour faire lien avec ce que dit Moïse, tu as certains couples où il y aura quelqu'un qui va octroyer le droit ou pas, que ce soit à l'homme ou la femme de sortir. Et dans d'autres couples qui vont se dire un peu plus traditionnels, l'homme aura le droit, il est mari, il a son statut, il fait ce qu'il veut. Et c'est là où, est-ce que l'homme a le droit de sortir, est-ce qu'il est libre ou pas, c'est de se dire quel est le type, quel est le modèle du couple. Parce que cette question ne va pas se poser à tous les couples, à tous les modèles de couple. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, dans cette liberté, c'est quelle décision je prends en tant que partenaire pour faire de la conjugalité, pour faire de la liberté, comment je peux être libre ou pas. Et c'est en fonction de ça que je vais avoir droit ou pas. Parce que cette notion de est-ce que l'homme peut ou pas, si on le dit maintenant, c'est-à-dire que l'homme, il est soit battu, abusé, ou il y a quelque chose qui se passe. Ou madame. Tu vois ça ne serait pas pareil si tu poses la question pour la femme. Parce que la femme était déclarée sous l'autorité de son mari. Et après, il y a eu des transformations, il y a eu l'émancipation, le droit de vote, le droit d'aller travailler pour une épouse, le droit d'avoir un salaire. Tu vois ? La question serait différente. Mais maintenant, est-ce que ce n'est pas ce qui pousse à choisir son mode d'alliance ? Oui. C'est-à-dire que je me marie, mais je veux quand même avoir une certaine liberté, donc je choisis le mode d'alliance que je vais faire. Me paxer, vivre un concubinage ou autre, je ne sais pas. Il y a un enjeu dans le choix de l'alliance. Mais souvent, ce qui... administratif, en fait. Oui, c'est administratif, mais c'est aussi l'idéal de ce que je concevais d'un couple qui est marié et de ce que je vis en tant que marié. Et c'est pour ça que les transformations vont se mettre en place. Et les regrets, les divorces, et on parle de nomades conjugales, les gens qui vont changer continuellement de partenaire parce que dans le couple, ils ne sont pas libres. Et c'est à savoir comment les partenaires vont définir leur conjugalité, mais aussi ce qu'être libre ou pas. Parce qu'on sait que la liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Mais quand c'est une entité, c'est un individu à deux, comment quelque part avoir une limite en face. Alors moi, je vais juste rajouter quelques points quand même à la discussion, quelques notions de la liberté. Alors, ce que j'aimerais apporter, c'est les 5 notions fondamentales de la liberté. Alors, c'est quoi ? Eh bien, c'est le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité d'une personne,
le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d'expression, la liberté de pensée et de conscience et de religion, et le droit de vote et d'être candidat à des élections. Voilà les principales notions de la liberté, tu vois. Donc, à la question, est-ce qu'un homme peut sortir comme il veut sans demander la permission? Est-ce qu'il a cette liberté? Il faut aussi mentionner c'est quoi le mariage. Depuis la création, on sait que l'homme, il est créé seul. Après, il se sent seul. Dieu lui fait un vis-à-vis. Et le vis-à-vis, c'est celui qui te permet de voir tes limites. Donc, avec la femme est là pour permettre à ce que l'homme puisse voir ses limites. Sinon, l'homme, il est seul, il vit seul, il ne connaît pas ses limites. Donc, si le vis-à-vis est quelqu'un qui te permet de voir tes limites, ce qui veut dire, au sein du mariage, tu ne peux pas faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Parce que il y a des lois qui régissent une union. Et si on se rappelle bien de ce que forment un homme et une femme quand ils décident de se marier, ils font une convention. Ils font une convention. L'un veille sur l'autre, l'un sécurise l'autre, l'un rend l'autre heureux et l'un permet à l'autre de s'épanouir. Alors maintenant, si dans l'épanouissement, ils sont d'accord avec cette convention, est-ce qu'un homme peut sortir quand il veut? Je pense qu'un homme peut sortir quand il veut, mais avec bien sûr un consensus intérieur qui est acté par des liens qu'un homme et une femme créent ou bien signent ensemble. Tout à fait. D'accord? Alors, il sort quand il veut pour faire quoi? C'est ça, c'est Mais exétéant. attends, il y a... La femme sort quand elle veut pour faire quoi? Mais ils peuvent sortir, ce que je veux dire. Ils peuvent sortir, je veux dire, mais en sachant qu'un homme et une femme se sont accordés pour vivre ensemble et l'un veille sur l'autre pour le bonheur de l'autre ou de l'un, quel que soit ce qu'un va décider, il faut que l'autre soit au courant de ce qu'il décide. Alors, la transition est toute trouvée pour que je vous pose cette question. L'homme ou la femme a-t-elle le droit d'avoir sa vie privée au sein du couple? Moi, pour justement faire cette transition que tu es en train de signaler, il y a une convention, certes, il y a des promesses, il y a des engagements lorsqu'on va se marier, lorsqu'on se met en couple, ok? Il y a des engagements. Mais ces engagements sont placés au sein d'une société qui a des coutumes, des us, des coutumes, des habitudes, ok? Et ça revient aussi avec cette notion de vie privée. La vie privée, quand on est en couple, est-ce que c'est une vie privée individuelle ou une vie privée du couple? C'est pas pareil qu'une liberté, tu vois, la liberté individuelle dans les libertés que tu étais en train de décrire, de mentionner, et la vie privée. C'est-à-dire, dans l'engagement du couple, on s'engage à faire vie commune. Alors, comment concilier cette complexité? Avoir une vie privée dans une vie commune? Ou plutôt, comment avoir une liberté individuelle dans la vie commune, dans la communauté que je mets en place? Et cette communauté que je mets en place, elle s'enracine dans une société qui a des us et des coutumes. Et dans une société où les hommes auront des rôles et des fonctions bien définis, où les femmes auront des rôles et des fonctions bien définis. Et c'est ça qui va emmener justement
la complexité de la conjugalité de la liberté, parce qu'on est dans ce qu'on appelle quelque chose d'égalitaire. C'est moins de l'équité que de l'égalité, c'est-à-dire que la distribution des rôles maintenant n'est plus sexuée, n'est plus genrée. Donc, quand tu dis homme ou femme, est-ce que maintenant, ça peut être d'actualité, puisqu'on est dans des nouveaux modes de couple, où il n'y a plus ça. Aussi. Alors, je te donne la parole. Je rappelle quand même à nos auditeurs qui peuvent composer le 83 05 90 83 25 73 si vous avez une question à poser. Rebecca est déjà prête à réceptionner vos appels, donc il n'y a aucun souci. Nous sommes également prêts à vous entendre et comme ça, là, vous pourrez participer. Eric, vous disiez tout à l'heure? C'est Moïse. Oui, c'est pardon. Moïse. Hein. Alors, en fait, je ne disais pas parce que ce que je vais dire est peut-être embêtant, mais je vais le dire comme cela, pour mettre le pied dans le plat. L'homme, comme la femme, l'un comme l'autre, paxés, mariés, en concubinage, sont libres l'un et l'autre de tromper l'un et l'autre. Oui. Ah. Je redis, hein, l'homme est libre de tromper son épouse, la femme est libre de tromper son mari, l'homme est libre de frapper son épouse, la femme est libre de frapper son épouse, ainsi de suite. Je dis cela, c'est pour introduire cette notion de liberté. La personne est libre. Maintenant, à partir du moment que j'oblige, moi en tant qu'homme ou en tant que femme, j'oblige l'autre à agir d'une certaine façon, je lui dis qu'il ou elle n'est pas libre. Et je dois la laisser libre. Je dois lui faire savoir et il ou elle doit entendre qu'il ou elle est libre. Maintenant, est-ce bon? Est-ce une bonne chose? Est-ce une bonne chose pour la conjugalité? Est-ce une bonne chose pour le couple? Est-ce une bonne chose pour l'autre? Et est-ce une bonne chose pour l'homme même qui trompe? Je dis non. C'est cela en fait. La question, elle se pose là. Et pour moi, la notion de liberté dans le couple, dans la conjugalité, se pose ainsi. Est-ce que je respecte dans la conjugaison du verbe, je prends un verbe, peu importe le verbe, je vends, tu vends, il vend, nous vendons. Est-ce que je respecte ces individus qui vendent? C'est ça la question. Est-ce que je respecte cet individu? Je t'aime, j'aime, tu aimes, il m'aime, elle m'aime. Est-ce que je respecte cet individu qui aime dans son individualité, de façon intrinsèque dans son humanité? Est-ce que je respecte cette personne? Et dès lors, à partir du moment que dans les engagements se sont posés des éléments où justement ce qui va primer, c'est l'autre, donc c'est le respect de l'autre, c'est la reconnaissance de l'autre. Dès lors, on va entrer dans une logique où on va cadrer. Et Sandrine disait à raison, hein, ma liberté commence là où s'arrête celle de l'autre, ou inversement. C'est-à-dire que chacun, on ne peut pas empiéter sur, sur la dignité de l'autre pour simplement être ce qu'on veut être. Et donc, mes expressions moïques, mais les expressions de mon ego vont être limitées. Et c'est cela qui va m'aider. La conjugalité va m'aider justement à être tempéré. Je suis un ouragan, non, pas encore. Je suis une petite tempête. Je peux arriver à devenir un ouragan hors classe. Mais avec l'autre va faire en sorte que je ne vais pas arriver à être un ouragan même de première catégorie. Je ne sais pas si mon... Oui. Et ce côté tempérant que l'autre va m'aider à avoir, je l'appelle moi conjugalité. On va se conjuguer et on va s'aider à être dans la bonne mesure, dans les bonnes expressions. Et donc, effectivement, je ne vais pas tromper. Parce que j'estime que autant pour moi que pour l'autre, ce n'est pas une bonne chose. Mais je suis libre de le faire. Oui. Alors, en préparant cette émission, j'ai retenu une citation qui va certainement vous faire réagir. On ne choisit pas d'être en couple,
on choisit son partenaire et ensuite on va ou pas faire couple. Oui. Qu'en pensez-vous? Je reprends. On ne choisit pas d'être en couple, on choisit son partenaire et ensuite on va ou pas faire couple. Oui, c'est très actuel, hein, par rapport on ne choisit pas de faire couple, on choisit son partenaire, c'est ce que tu dis. Hein. Tout à fait. C'est très actuel et c'est ce qui fait que maintenant, il y a des changements de partenaires continuels. Voilà. Jusqu'à arriver à avoir une satisfaction. Mais certaines fois, la satisfaction, elle est tellement comme une fièvre qu'après, on rechange encore. Et ce qui fait que, ce qu'il faut se dire, actuellement, tout le monde veut faire couple. L'idée de faire couple, elle est toujours là. Parce que faire couple socialement, c'est passer un rite. C'est passer d'un passage de l'enfance, de la jeunesse à la vie d'adulte. Et c'est pour ça qu'on dit quand deux personnes sont en couple, on dit ils jouent à papa et maman. Ils jouent aux adultes. Ils jouent aux adultes. Non, les enfants ne disent pas ça. Les jeunes disent aussi on est en couple. Et les enfants même disent on est en couple. Je suis en couple avec lui. Voilà. Donc je laisse continuer. C'est ça. Donc on veut faire couple. Mais faire couple, d'abord en ayant le partenaire qui va nous amener une satisfaction, qu'elle soit temporaire ou durable. Et c'est là le défi de la conjugalité. Parce que la conjugalité, c'est vraiment, bien que nous ne l'ayons pas, Éric l'a défini quand même, cette notion de mariage, d'alliance, d'union. Mais maintenant, cette notion-là, elle est aussi, quelque part, elle est explosée. C'est-à-dire, elle est banale aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on peut se marier et on peut divorcer le lendemain sans que ça heurte personne comme avant. Tandis qu'avant, il fallait rester marié, qu'il pleuve, qu'il vente, etc. Mais il y a des valeurs qui entrent en compte dans cela. Comme quand je parle de valeurs, je veux parler de la personnalité, je veux parler également de ses propres valeurs à soi. Il y a tout cela qui rentre en compte. Ça rentre en compte à partir du moment où ça va me satisfaire. Parce que ce que recherche un partenaire avant d'être en couple, c'est le plaisir des yeux, le plaisir de cet ego que Moïse expliquait. Ça me fait du bien. C'est quelque chose qui me fait vivre. Et c'est pour ça que demain, je suis libre de te laisser ou de sortir ou d'avoir ma vie privée parce que ça me fait plus de bien, quoi. Mais est-ce que la sécurité ne joue pas un rôle là-dedans? Quand tu parles de la recherche de sécurité. Quand tu parles de sécurité, tu parles de sécurité. Oui, voilà. Oui, la recherche de sécurité. Je cherche la sécurité auprès de l'autre, etc. Tout à fait, oui. Eh bien, oui, financière ou quelle qu'elle soit. Oui, c'est très important. Vous savez que la liberté, c'est quelque chose qui peut être très dangereux. La liberté, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que la liberté est fondamentale parce qu'elle permet à un individu de s'épanouir, d'exprimer son opinion, de vivre selon leurs valeurs. La liberté a des limites cependant, parce qu'elle peut être limitée par des lois et des réglementations pour protéger les droits et les libertés des autres individus. C'est ce qu'on a vu. Donc, certaines personnes recherchent la sécurité auprès de l'autre, etc. Donc, c'est vrai, mais il faut conjuguer avec la liberté. Et quand on est libre, et comme disait Moïse tout à l'heure là, on est libre de faire ce qu'on veut. Tout le monde est libre. Mais que fais-tu avec cette liberté? La liberté s'accompagne, bien sûr, d'une réglementation. C'est pourquoi la liberté est réglée au sein du mariage. Quand une personne accepte de se marier, la personne accepte de se priver de certaines libertés. Pourquoi? Si tu veux cette liberté, il ne faut pas te marier. Il faut que tu vives en tant que célibataire, ou bien tu vis, quelqu'un est marié, il décide de ne pas aller travailler, de rester à la maison, de se lever quand il veut, de manger quand il veut, de dormir quand il veut. Ça ne peut pas se faire au sein d'un couple. C'est impossible. Ça ne va pas permettre à l'épanouissement du couple.
Parce qu'on a décidé de faire couple pour s'épanouir, pour pouvoir créer, pour pouvoir fonder. Et si j'accepte cette convention depuis le départ, c'est-à-dire avant de me marier, parce que quand une personne se marie, la personne doit être éclairée. C'est quoi le mariage? C'est quoi la conjugalité? Et en sachant ce qu'est la conjugalité, ce qu'est l'union, tu décides et tu as cette liberté d'accepter ou pas. Par contre, si un des deux individus, d'accord, époux ou épouse, enfin, l'homme ou femme, accepte de rentrer dans cette dimension et que l'autre ne veut pas, il ne peut pas avoir d'union. Si malgré cela, il y a union, alors la personne qui était éclairée et qui savait ce qu'elle voulait dans la conjugalité, concernant le mariage, et qui malgré ça s'est marié avec une personne, sachant que cette personne n'est pas dans la conjugalité, alors la personne vivra les conséquences de son acte. Tout à fait. Je m'interroge, pendant que nous parlons, je m'interroge parce que c'est vrai que conjuguer, c'est le fait d'unir, c'est le fait de combiner. Combiner deux bouts, deux morceaux, deux éléments ensemble. On parle d'union, hein? Et tu as cité tout à l'heure union libre. C'est union libre. Ça ne sonne pas trop bien ensemble. Et c'est pour ça que ça ne va pas dans la conjugalité. Mais en même temps, les personnes estiment que ce qui fait qu'elles ne sont pas libres, ce sont les règles, le cadre mariage. C'est ce qu'elles disent, le cadre mariage, c'est-à-dire le mariage m'oblige. Et ce qui fait que le mariage m'oblige, c'est parce qu'en fait, elle est cadrée par qui? Par l'Église et par l'État. Et les personnes disent qu'en fait, qu'elles ne veulent pas être cadrées par qui que ce soit. Elles veulent se cadrer elles-mêmes ensemble. Donc, elles sont en union, en combinaison, libre. Libre de quoi? Libre d'eux. Pas libre d'elles, pas dans le sens où elles vont dans cette union faire ce qu'elles veulent, mais que l'État et que l'Église n'aient pas de droit de citer. Ils ont cette dépendance, ils ont cette indépendance. Cette indépendance par rapport à ces deux institutions. Et en fait, mais en tant qu'individu dans cette union libre, dans ce mariage aussi, dans ce pacte, les personnes ont des responsabilités et même la loi reconnaît qu'elles ont l'une vis-à-vis de l'autre des responsabilités, des obligations. Elles ont des obligations. Et cela montre bien que quelque part, la conjugalité, on doit l'entendre, et je pense qu'il est important d'insister auprès des personnes, que ce soit qui se mettent en couple sans mariage ou avec mariage, que les personnes comprennent qu'elles décident en fait d'avoir des responsabilités, des engagements vis-à-vis d'une autre personne. Oui. Et vis-à-vis de toutes les personnes aussi qui vont venir. Mais dans le cadre du couple, on est dans la conjugalité. Et en fait, cela veut dire qu'on va combiner, on va coordonner, on va se grouper pour décider. Ce qui veut dire encore que, est-ce que lorsque moi en tant qu'homme, parce que les hommes sont très friands de ce genre de comportement, lorsque moi en tant qu'homme, j'entre dans un mutisme important, très long, est-ce que je suis dans la conjugalité? Est-ce que je suis dans le joindre? Est-ce que je suis dans l'union? Est-ce que je suis dans la combinaison? Non. Parce que je romps la communication, je romps l'échange, je romps le mélange. Et en créole, le lionnage. Et en fait, cette notion de liberté, je peux estimer que je suis libre de me taire parce que je ne veux pas parler à cette femme. Elle me fatigue, elle m'énerve. Quand on est marié. Oui, tout en étant marié, tout en étant ensemble dans la même maison. Et ce qui se fait très souvent. Je peux décider effectivement aussi de ne plus donner mes soins affectifs à cette femme, à cet homme. Je peux décider de ne plus donner mon argent, de ne plus mélanger mon argent avec l'argent de cet homme, de cette femme, parce que c'est mon argent. Je peux le décider. Mais à partir du moment que je décide cela, suis-je en conjugalité? Suis-je en couple? Véritablement. Parce que le fait de couple, ce n'est pas simplement sur le papier, et ce que disent certaines personnes qui sont en union libre, ce n'est pas le papier qui me fait être, c'est ce que je vais mettre mes actes.
les faits, les expressions de positionnelles qui vont dire ou pas si je suis réellement en couple, en conjugalité. Bon, Donc ça on veut peut dire... être en conjugalité sans l'être vraiment. Alors, mais moi, c'est ce que j'allais dire, justement. J'allais dire que les crises, c'est-à-dire quand il y a des grosses tempêtes, des disputes, du mutisme, des rétentions, quelles qu'elles soient, hein, les crises n'enlèvent pas le statut de la conjugalité. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, c'est pas on peut être en couple sans être en couple. C'est on est en couple ou pas. Ça, c'est une évidence. Voilà, je cherchais le mot. On est en couple ou on ne l'est pas. Par contre, quand il y a des crises dans le couple, jusqu'où va la liberté? Et c'est selon les modes de communication. Tu as parlé de mutisme. S'il y a un mutisme, on sait que les hommes, quand ils sont contrariés, ils vont plus se taire que de parler. Les femmes ont l'aptitude à reconnaître qui ne veut pas parler, mais ont l'aptitude à le faire sortir de ce mutisme. Ou augmenter. Ou l'augmenter, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que le couple, la conjugalité, elle est là, mais elle se transforme, elle évolue. Oui. C'est comme la nature. C'est un processus. Vous voyez, aujourd'hui, on a cultivé le jardin, ben, il y a des pousses. Demain, la tomate va pousser plus que la laitue. On va avoir de la papaye plutôt que les concombres, et etc. Il y a beaucoup d'exemples par rapport à ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le jardin, c'est la conjugalité, et dans le cadre de la conjugalité, on cultive plusieurs choses. Et c'est comment on va gérer cette culture, cette agriculture en couple qui va nous permettre d'être en conjugalité. Tout à fait. D'être dans cette notion de liberté. Alors, je propose maintenant qu'on se tourne vers le standard pour voir un petit peu comment ça réagit au niveau du standard. Donc, nous avons Élie et Rebecca, standard, pour réceptionner vos appels. Alors, c'est à vous le standard. C'est à vous le standard. Bon. Oui, alors nous avons une question. Alors l'internaute dit, lorsqu'un homme veut épouser une femme, doit-il préparer le foyer? Est-ce qu'ils doivent partager les dépenses 50-50? Comment doit-il prendre soin de son épouse et la protéger? Alors, veux-tu reprendre pour nous, s'il te plaît? Oui. Lorsqu'un homme veut épouser une femme, doit-il préparer le foyer? Est-ce qu'ils doivent partager les dépenses 50-50? Comment doit-il prendre soin de son épouse et la protéger? Oui, alors, c'est très intéressant comme question. Alors, je suppose que c'est une femme qui a posé cette question. Je suppose que c'est une femme qui a posé cette question. Pourquoi tu supposes ça? Parce que c'est une question bien dirigée. De femme. C'est une question bien dirigée qui est importante d'ailleurs. Quand une personne se marie, on prépare le mariage. On prépare à l'avance. On ne se marie pas de coup de tête comme à Hollywood, puis ça on se marie, on rencontre quelqu'un, puis se marie. Non. C'est pas ça le mariage. Et d'ailleurs, personne ne voudrait vivre une vie mariage comme ça. Au départ, tout est beau, mais après ça, la personne réclame vraiment ce que la réalité du mariage impose. Il faut préparer un mariage. Après cela, c'est pour ça que nous faisons des préparations au mariage pour que les deux individus puissent savoir dans quoi ils s'engagent. Parce que le mariage, c'est quelque chose qui a des piliers. Et juste pour vous donner une notion des piliers, pour aider à répondre à cette question, alors,
l'un des premiers piliers, c'est la liberté de consentement. Quand on se marie, la liberté de consentement, c'est le fait pour un homme ou une femme de se marier sans aucune des deux parties n'y soit forcée. Donc il faut que la personne soit consentante. Il n'y a pas de forcing. Deuxième, il y a l'indissolubilité du mariage qui se rapporte à la notion sacrée de l'union. Quand on se marie pas pour divorcer. Tu vois? Troisième pilier, la fidélité. Quels que puissent être les aléas de leur vie de couple, les époux s'engagent dans la durée. Après, donc ça nécessite, et grâce à la fidélité, en s'appuyant sur le pardon, la réconciliation, c'est une promesse qui engage. Donc ce qui veut dire que la personne s'engage bien sûr dans quelque chose de sûr, mais qui devra aussi faire des réserves à côté, en sachant tout cela. Et enfin, le quatrième, c'est la parole donnée crée la vie, en introduisant la notion de procréation, l'éducation des enfants et l'ouverture vers les autres. Ce qui veut dire que quand on a ces 4 piliers, eh bien, du moment où on enfreint, ou bien il y en a un qui n'est pas respecté, ça rend caduque le mariage. Ça brise le lien. Donc quand une personne doit se marier, la personne doit tout préparer, doit penser aux finances. Alors, partager les finances 50-50, ce qui veut dire que, ça veut dire que quand le mari reçoit son salaire, est-ce qu'il doit donner 50% à la femme et lui garder 50%? Vous voyez, donc, mais tout s'organise au sein de la préparation du mariage. C'est très important de pouvoir savoir dans quoi je m'engage et quels sont mes devoirs et mes obligations, mes contraintes, mais aussi mes droits. Alors, généralement, pourquoi se marie-t-on? Parce que tu veux réagir? Oui, je veux réagir par rapport à ce qu'Éric dit. C'est ce que je veux dire, ça rentre encore dans pourquoi se marie-t-on. Avant, on se mariait pour devenir adulte. C'était un rite de passage, voilà. C'est-à-dire et aussi pour sortir de la dépendance familiale. Oui, on devenait de l'autorité familiale. C'est ça, on devient adulte avec ses règles, ses propres règles. C'est-à-dire on devient autonome. Voilà. Maintenant, ce n'est plus une notion qui rend l'enfant adulte. C'est pas ça qui rend l'enfant adulte, le mariage. Pourquoi je dis ça? Parce que les piliers que tu es en train d'expliquer là, on va te dire, mais c'est vieillot. Ça n'existe plus, ça. Pour être un couple moderne, on est des partenaires qui se font du bien. Il n'y a pas de question de contrainte. Et la question du 50% rentre en compte. On partage les frais. Il y a le prendre soin, mais pas trop, parce que la femme, elle s'est émancipée. Donc, la femme aussi est dans un prendre soin d'elle-même, mais aussi du mari, qui à tel point peut émasculer, c'est ça qu'on dit, oui, l'homme, voilà, ne plus le rendre homme. Et finalement, toutes ces notions de mariage traditionnel sont quelque part caduques. Mais je te dis ça pas pour mettre en éclat ce que tu viens de dire, mais pour surtout dire, c'est comme l'écologie. C'est-à-dire que maintenant, on fait attention à prendre soin de la nature, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de déchets, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de gaspillage. Mais ces notions-là ne sont pas nouvelles. Elles sont de plus en plus médiatisées. On peut même être verbalisé dans certains pays si on ne fait pas attention à l'écologie. On fait plus attention parce qu'il y a le réchauffement climatique et que ça crée des catastrophes. Ce qui veut dire que les notions racines que tu es en train d'énumérer là, elles sont encore existantes. Elles ne sont pas si obsolètes que ça lorsqu'on veut faire couple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres recettes.
Et bien qu'on voudrait les changer parce qu'on a évolué, on est postmoderne, etc., il y aura toujours des valeurs racines, comme l'écologie. Mais pour ça, il faut être dans... c'est-à-dire que l'évolution du faire couple, c'est une question maintenant, comment elle va s'adapter pour ne pas perdre ce qui fait racine du couple, quelque part. Je rajoute juste quelque chose, c'était les piliers de mariage chrétien. D'accord. Ce sont des piliers de mariage chrétien. Après ça, si une personne veut se marier sans ces piliers, après ça, il va voir comment ça évolue pour lui. Mais ce sont des choses qui ont fait leur preuve quand on a ces piliers qui permettent un mariage de durée. C'est important d'avoir ces piliers. C'est important d'avoir ces piliers. Seulement, ils sont vite mis en difficulté par la réalité. Par la réalité. Singulièrement, hein, je prends... on parlait, le deuxième pilier, c'était l'indissolubilité du mariage. Il n'y aurait pas de divorce chez les chrétiens. Et pourtant, en fait, finalement, ce n'est pas que la personne se marie pour divorcer, mais la question le divorce est toujours possible. Pas qu'elle le veuille, pas qu'elle se soit désirée, ce sera intentionnel, mais c'est possible parce que, justement, la conjugalité peut être mise à mal dans la façon dont, justement, chacun va se positionner au sein du mariage. Dès lors, cette préparation-là, qui est dans la question, elle est importante autant pour l'homme que pour la femme. Ce n'est pas que l'homme qui doit se préparer à la question du mariage, c'est aussi cette femme, cette jeune femme qui doit se préparer à se marier. Mais se préparer, ce n'est pas dans le sens de dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire. C'est à quoi vais-je être confronté? Quels sont les sujets, quelles sont les situations, quels sont les défis, quels sont les challenges auxquels je devrais répondre en tant qu'épouse, en tant que mari, en tant que partenaire de quelqu'un et en tant que parent, mère, père. Et donc, en fait, si on n'est pas prêt de façon totale à prendre tout cela, on va se dire, je suis un problème, je ne suis pas libre dans cette affaire-là. Je suis en difficulté, elle me met en difficulté, il me met en difficulté. Et très souvent, en fait, sans même le vouloir, l'homme va mettre la femme en difficulté. Sans même le vouloir. Quoique certaines fois, très souvent, on le veut, d'accord? Mais sans même le vouloir, elle aussi va le mettre en difficulté. Et dès lors, il y a une question qui va se poser pour lui comme pour elle. Est-ce que je suis là simplement par rapport à lui ou à elle? Ou est-ce que je suis là par choix et donc librement? Et donc, certaines personnes vont rester en conjugalité, en couple, parce que, je suis obligé de rester pour elle, elle est fragile, je suis obligé de rester pour lui, il est fragile, ainsi de suite. Bon, quelque part, on peut se dire, on s'est engagé avec cette personne, je me suis engagé avec cette personne, pas parce qu'elle serait fragile, mais parce que nous avons un projet ensemble. Et c'est là la combinaison, la question de l'union, pour moi, de la conjugalité. C'est tous les pronoms là. Nous avons un projet. J'ai un projet. Elle, il a un projet. Alors, est-ce que vous voulez parler d'interdépendance? Je parle de cette interdépendance qui se construit. Je disais au départ que la conjugalité, c'est un processus qui va transformer l'individu. Mais parce qu'il le veut, parce qu'il accepte d'être transformé. Et beaucoup d'entre nous, finalement, on voit ces changements-là. C'est-à-dire, elle va m'impacter, il va m'impacter, et on résiste. Et on veut rester dans son confort égocentré, parce qu'on sent que, comme si ça m'amène à vivre autre chose, à fonctionner autrement. Par exemple, à sortir moins. Est-ce que ce n'est pas la peur? La peur de quoi? De perdre l'autre, par exemple. Mais c'est aussi une méconnaissance de ce qu'est la conjugalité. La conjugalité. Oui. Parce qu'on voit des couples. On voit des jeunes couples, on voit des couples plus âgés. On entend parler du couple
On entend surtout parler des crises. On voit beaucoup de difficultés. On voit certaines joies, heureusement, des fois. Mais quand on le vit, c'est autre chose. Sachant que quand un homme ou une femme se marie ou rentre en conjugalité, il y a des schémas, des automatismes qui vont se déclencher. Tout à Oui. fait. Et on n'en a pas systématiquement connaissance. Ça peut générer des peurs, ça peut générer des fragilités, ça peut générer aussi des forces, hein. C'est-à-dire que le jeune garçon tout fébrile devient l'homme de la maison et finalement prive tout le monde de sa liberté parce qu'il est devenu le mari ou le père. Ça peut être une femme qui dit, voilà, tu es mon mari, je vais prendre soin de toi. Ça veut dire qu'aucune femme ne doit te regarder, même pas te donner un verre d'eau. C'est vraiment, qu'est-ce que nous fait cette conjugalité? Oui. Et c'est là où on vient dans, est-ce que je suis libre maintenant de la vivre et comment je vais vivre cette liberté? Et c'est là où on disait, tu l'as dit aussi Moïse, et moi-même nous l'avons dit, on va commencer à raisonner, à amener du discernement, à prendre des décisions éclairées pour ce couple que je forme. Et c'est vraiment me dire, voilà, là je me sens contrainte, je me sens esclave. Est-ce que j'ai l'aptitude et l'espace et le temps et l'accueil pour le dire? C'est ça aussi. Est-ce que je suis libre de dire au partenaire, ça va pas, aujourd'hui, je suis pas bien, j'étouffe, je vais mal. Alors, je vais quand même aller dans le sens de Sandrine et rajouter quelque chose par rapport à la question de notre auditrice. C'est toi qui as dit, c'est une auditrice. Je pense que c'est une femme. Après ça, si vous voulez jouer avec nous, hein, vous dites que M ou bien F, hein, on saura. Comme ça, on saura qui est-ce qui a parié sur vous. Hein. Alors, chère auditrice, voilà. Alors, avant, dans certaines cultures, avant qu'une personne se marie, deux personnes se marient, on vérifie que l'homme ait une dot. Une dot. C'est quoi la dot? La dot, c'est une sécurité financière qui rassure les parents de la fille que s'il y a un problème au sein du couple, qu'il y aura une réserve pour les aider. C'est ça la dot. Et le parent gardait la dot et qui mettait quelque part en banque, ou bien, même si c'était une dot, quelque chose qui était apparent, on sait qu'il a un champ il a des hectares de terre, ça c'est une dot. C'est une sécurité. Au cas où il y a un problème financier, il peut vendre le terrain, il pourra faire vivre sa femme et ses enfants, s'il y en a. Donc, à la question, c'est vrai qu'avant de se marier, maintenant là, tout le monde est adulte, ils veulent se marier, ils n'ont pas besoin d'autorisation des parents. Les gens se marient, disent je veux me marier, etc. Ça, je n'en disconviens pas, il n'y a pas de souci. Mais par contre, à quoi servent les parents? Les parents sont là pour pouvoir éviter la réflexion, la maturation dans la décision. Ils sont là pour dire, OK, tu te maries avec qui? Avec lui, avec elle, etc. Comment tu espères vivre avec elle? Est-ce que tu la connais? Apprends à la connaître. Avec quoi tu vas la faire vivre? D'accord? Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'il travaille? Comment vous allez faire? Est-ce que vous avez décidé de faire le choix des enfants? Combien d'enfants décidez-vous? Est-ce qu'elle veut des enfants? Est-ce que tu n'en veux pas? Après ça, après avoir eu tous ces renseignements, est-ce que cette personne, tu partages la foi chrétienne? Est-ce que cette personne est chrétienne? Est-ce qu'elle partagera la foi avec toi? Est-ce qu'elle va t'accompagner? Etc. Ce sont des questions que les adultes invitent, fondamentales, que les adultes invitent à leurs enfants de se poser. Bien sûr, quand on pose une telle question qui est importante, c'est qu'il y a quelque chose déjà qui se vit dans la famille et qui a un manquement. Il y a déjà un manquement au sein du foyer. Ce qui veut dire que le mari est là pour prendre soin de sa femme. Pourquoi? Parce que si nous allons à l'original, nous savons, quand une personne se marie,
elle se marie avec sa moitié. Donc, on ne peut pas faire du mal à son propre corps. On ne peut pas faire du mal à son propre corps. C'est pour vous dire que, et en plus de cette liberté qu'on peut avoir, je vous donne un exemple. Dans la culture juive, on a toujours demandé à Moïse pour qu'on puisse répudier sa femme. Dieu a vu avec Moïse ce qu'il fallait faire, dans quelles conditions. Okay? Mais jusque-là, Jésus dit dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 19, c'était pas ce qu'il a créé. Départ, c'était pas ça. Mais voilà, à cause de la dureté du cœur de l'homme, tellement que le cœur de l'homme est dur, Dieu va permettre à ce que l'homme puisse avoir certaines libertés, je dis bien liberté, pour, après cela, permettre une construction. Ce n'est pas pour pouvoir vivre comme on voulait. Pourquoi? Parce que quand une personne a la liberté de pouvoir se séparer de son conjoint, d'accord, aujourd'hui ça ne me plaît pas, je change. Il y a les 4 piliers qui sont là. Je ne veux pas respecter ce pilier-là, c'est vrai que tu as dit que ces piliers sont mis à mal, mais quand je vais changer de partenaire, je vais me marier, tant que mon problème n'est pas réglé dans ma tête concernant ces piliers, eh bien je vais encore faire tomber mon mariage. Alors qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que je vois un problème avec un pilier, je vais changer de mariage, je vais changer de couple, je vais continuer à vivre comme ça, mais il y aura un problème. Mais moi-même, je devrais me poser la question, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que ce sont des nouveaux modèles de fonctionnement. C'est maintenant là, on crée, on est devenus des créateurs. C'est même plus, on utilise ce qui existe, on se met à créer. Mais sauf que le fonctionnement humain, il est universel. On ne va pas inventer un nouvel homme, une nouvelle nature. Et c'est là où vient l'erreur. C'est comme l'écologie, je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que on va changer de partenaire. Aujourd'hui, on va dire, je fais couple, mais chacun est chez soi. Et pourtant, je fais couple. Je fais couple, mais tu as ta moitié de maison, j'ai ma moitié de maison. Je ne parle pas des chambres à part parce que c'était des modèles de vie qui existaient avant. Avant, les gens faisaient chambre à part. Oui, le couple faisait chambre à part. Ils ne dormaient pas dans la même chambre. Voilà. Donc, c'était pas un signe de... C'était pas un signe de séparation. Non, c'était comme ça. C'est ça. C'était culturel. Oui. Voilà. Mais maintenant, là, le phénomène qui existe actuellement au sein des couples, c'est que il n'y a plus besoin de maturité. Il y a juste besoin de se dire que je vais être capable de créer avec aucune science, aucune connaissance, aucune sagesse. Aucune base. Aucune base. Je vais tout mettre à mal, je vais tout exploser. Et ça, peu importe l'âge de la personne, je vais créer mon couple avec ses propres règles, avec ses propres notions de liberté et de conjugalité. Mais face à ça, le dilemme, et c'est là où tes piliers sont quelque chose, des bases de valeurs, ou que le couple soit chrétien ou pas. C'est-à-dire que ce sont 2 êtres humains qui se marient. C'est comme si ces 2 oiseaux, on ne va pas changer les modes de séduction des perroquets. On ne va pas changer les modes de fécondation des poissons. Ce sont des choses qu'on ne va pas changer. Et c'est comme la conjugalité. Même si on voudra créer toutes sortes de modes qui vont être légitimés par nos sociétés, voilà, il y aura toujours des bases qui vont rester là. Et l'erreur, c'est de se dire que je peux devenir créateur de nouvelles bases. Ouais. Mais on ne peut pas faire des nouveaux humains. Parce que les humains restent toujours les mêmes, les mêmes attentes, et c'est pour ça que voilà, et c'est pour ça que je voulais revenir sur la notion de dot, qui est fondamentale et qui est bien, qui crée sécurité jusqu'à aujourd'hui. Mais on peut remarquer que culturellement, cette sécurité, elle est inscrite dans le financier, elle est inscrite dans le matériel.
Alors qu'aujourd'hui, justement, dans ces nouvelles familles, c'est vrai que la sécurité financière matérielle est très importante, mais la sécurité psychologique est aussi importante. La sécurité morale, spirituelle est importante. Et donc, finalement, ce qui faisait sens fortement pendant un certain temps, aujourd'hui, fait moins sens. Et l'on se rend compte qu'effectivement, ce dont l'individu et les individus ont besoin dans la notion de conjugalité, c'est d'équilibre. D'équilibre. D'équilibre, d'équité. D'équilibre, d'équité qui amène à quoi? Qui amène à une certaine sérénité. Sérénité qui amène à quoi? À un certain épanouissement. La question, c'est dans quelle mesure, justement, cette conjugalité-là, ce être ensemble-là que nous avons décidé librement, par choix, par motivé pour vivre quelque chose de bien, dans quelle mesure véritablement ce travail-là, ce processus-là nous amène à quelque chose de bon et de bien, l'un pour l'autre. Lorsque le gars sort comme il veut et finalement, il couche avec quelqu'un d'autre, pétri de remords, il le dit à son épouse, et que cette femme-là est mal parce que le gars est allé voir ailleurs. Pourquoi est-ce qu'elle est mal? Parce qu'elle a le sentiment d'être trompée. Alors, pourquoi elle est mal pour elle? Elle dit, comment tu m'as fait cela? Pourquoi est-ce que c'est possible que tu sois arrivé jusque-là pour me faire ça à moi? Tout ce que je fais pour toi. Alors, qui est-ce qui est en difficulté? Elle est en difficulté morale. Elle est en difficulté émotionnelle. Mais lui aussi, il est en difficulté. Parce que s'il a posé cet acte-là, il est en difficulté spirituelle. Je suis désolé, il faut aussi le dire. Et on ne le dit pas assez. Il est en difficulté spirituelle, il est en difficulté morale. D'accord? Il est peut-être aussi déjà en difficulté physique. Parce que bon, on ne sait pas les conséquences de ce qu'il va y avoir. Et alors qu'elle va se mettre à se plaindre sur sa situation, donc elle va se recroqueviller sur elle-même. Et elle ne va pas voir qu'en fait, s'il a posé cet acte-là, c'est que mon mari, mon homme, est en difficulté. Oui. Et l'interroger sur le fait qu'il soit, lui, en difficulté. Tu es en danger, tu es en problème. C'est toi qui as un problème, pas moi. Oui, mais ce n'est pas lui seulement qui a un problème. Il y a le couple qui est un problème. Le couple est un problème parce que lui, il est dans une déviance. Mais en réalité, si nous sommes appelés à conjuguer ensemble, je reviens à ta notion de dot. La dot est une sécurité que l'homme doit avoir là. Pourquoi? Pour lorsque les choses seraient difficiles et pour présenter cette dot-là pour rééquilibrer les choses. OK? Ce qui veut dire que quelque part, je parle de psychologiquement, socialement, moralement, moi, l'autre, je dois aussi avoir cette dot psychologique, cette dot morale, cette dot spirituelle, cette dot-là qui fait que lorsqu'il y a une difficulté, que je puisse, pas moi aussi, flancher avec l'autre. Ouais. C'est pour faire ce va-et-vient-là. Et on ne se rend pas compte qu'en réalité, l'autre à côté de nous, et Sandrine le disait, ce sont des humains. L'autre est un humain. Et donc, oui, l'autre peut flancher, mais est-ce que moi, je vais flancher avec? Oui. Alors, nous allons maintenant partir du côté du standard pour voir comment ça réagit, nos auditeurs, auditrices. Eric ou Rebecca? Oui, effectivement, nous avons une autre question d'un auditeur. Quand bien même on s'est marié avec la liberté de consentement et autres fondements que vous avez cités, vous avez parlé des piliers, mais une fois marié, un conjoint ne respecte plus cela. Il veut jouir de sa liberté pour faire ce qui lui plaît. Que faire? Que faire de lui? Il faut le rappeler à l'ordre. Quand une personne se marie, la personne s'engage devant... Alors, nous parlons des personnes chrétiennes. Hein, si nous parlons de mariage chrétien, et même quand un mariage ne serait pas chrétien, ce serait purement civil, la personne s'engage. La personne s'engage dans la fidélité. Et quand une personne a un manquement au niveau de la fidélité, cela veut dire que la personne a un problème personnel, individuel. Donc, dans un couple, rappelons-nous que deux personnes se joignent pour former une seule entité, un seul corps. Et c'est pourquoi que quand on est dans le couple,
il faut arrêter de penser individuel. Même si nous sommes chaque individu, nous avons notre propre personnalité, nos ressentiments, nos sentiments, etc. Mais nous avons décidé d'apporter ce que nous avions dans notre individualité pour mettre en commun, pour former le couple. Et c'est de cette valise qui est importante. Donc, quand une personne se trouve dans une situation, eh bien, c'est important que le couple se retrouve pour en discuter, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, à côté de quoi on est passé, parce que nous avons fait le choix ensemble de faire couple, Et toi, de tu fais ce que tu veux. de s'engager. Et toi, tu fais ce que alors, tu tu veux. fais ce que tu veux. Pourquoi? Est-ce que moi j'ai été infidèle à ce niveau? Est-ce que j'ai eu un manquement? Il faut vraiment permettre à ce que le couple puisse se retrouver et réfléchir. Il y a une autre question. Ce qui me gêne un peu, c'est cette notion de faire ce qui me plaît. C'est-à-dire, c'est pas seulement quand on est en couple qu'on ne fait pas ce qui nous plaît. Quand, depuis le moment où on est arrivé sur Terre, on ne peut pas faire ce qui nous plaît. Quand on vit dans une société, quand on vit dans une communauté, Dans une famille. quand on roule, quand on mange, notre corps même nous demande de manger et de boire selon une méthode. On va devoir mâcher, on va devoir prendre le temps de mastiquer, d'avaler. Parce que justement, notre physiologie est faite ainsi. Notre psychologie est faite d'une façon. C'est pareil pour, je ne sais pas, je vais à l'école, je ne vais pas faire ce qui me plaît. Je vais au magasin, je ne vais pas faire ce qui me plaît. Parce que je ne peux pas me balader toute nue dehors. Je ne peux pas regarder quelqu'un n'importe comment au risque de l'affronter. Donc, cette notion de « je suis mariée, je ne peux pas faire ce que je veux, ce qui me plaît », c'est quand même une espèce de confusion. Et c'est une confusion qu'il faut que la personne elle-même règle pour elle. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle s'autorise, entre guillemets, d'illégal, selon les normes de la société ou pas, pour pouvoir exister. Est-ce que pour exister, il faut quelque part dépasser des libertés? On revient encore à la notion de la liberté commence où s'arrête celle de l'autre. Est-ce qu'il faut avoir une satisfaction charnelle, financière, personnelle ou autre pour pouvoir vivre? Et est-ce que le fait d'entrer en conjugalité va tuer petit à petit ma satisfaction individuelle? Quelque part, c'est se dire, ben finalement, si je décide de me marier, je décide de me mettre, et on le dit souvent, la chaîne au cou, un boulet à la jambe, et je vais aller dans un précipice au fur et à mesure. Tout à fait. Alors, on se tourne maintenant vers les auditeurs. On leur permet quand même de s'exprimer. Alors maintenant, c'est Rebecca. Oui. Alors, il y a un internaute qui dit « Que pensez-vous de la conjugalité et de la liberté dans la vie des couples d'aujourd'hui et des contrats qui se font tous les jours et de tous les instants ?» On en a parlé. On en a déjà parlé, mais je vais revenir un peu sur ça. Mais ce qui me plaît, et par rapport à cette question, c'est cela en fait, c'est ce qui se pose aujourd'hui. Chaque individu, il y a à peu près 8 milliards d'individus sur Terre, chaque individu est doté d'une intelligence, d'un raisonnement, et aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on lui dit, c'est « exprime-toi comme tu veux. Fais ce qui te plaît. » Maintenant, je vais être dangereux. Je dis que dans le couple, on doit faire ce qui nous plaît. On devrait. Non, pas on devrait. On doit faire ce qui nous plaît. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui me plaît? C'est ça. C'est qu'est-ce qui me plaît véritablement.
Parce que si ce qui me plaît... C'est celui qui est en face de toi qui te plaît. Oui, déjà. Si ce qui me plaît, c'est ce qui me concerne moi, seul, c'est dangereux d'être en couple. Mais si ce qui me plaît, c'est de faire en sorte que soit bien, là, ce qui me plaît, c'est ce qu'il faut faire. Donc tenir compte de l'évolution de l'autre. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, cette liberté-là, on doit rester libre. Je dois rester libre. Mais dans cette liberté, j'ai inscrit quelque chose. Lorsque je me suis marié, lorsque je me suis mis avec quelqu'un, j'ai inscrit quelque chose. Et j'ai inscrit quelque chose pour moi et j'ai inscrit quelque chose aussi à l'endroit de l'autre, dans le sens où je ne vais rien contraindre à l'autre. Rien contraindre à l'autre, même de m'être fidèle. Je ne peux pas contraindre à l'autre de m'être fidèle. L'autre est libre de ne pas m'être fidèle. Et ce qui me plaît, c'est de la laisser libre. Alors, j'ai une très belle question pour vous. Oui. Elle est la suivante. L'homme appartient-il à la femme? Oh. C'est une belle question. C'est une très belle question. Mais on se livre à l'autre. Et ce n'est pas une appartenance esclavagiste, dans le sens où j'appartiens à l'autre contraint. J'appartiens à l'autre librement. Je me donne. C'est moi qui me donne à l'autre. Donc oui, l'homme appartient à la femme, normalement, à partir du moment qu'il décide, hein, d'accord? Donc oui. On n'est pas en train... en tout cas, je ne suis pas en train de dire aux hommes, il faut que vous apparteniez à votre femme. Mais je dis que l'homme se doit d'entendre qu'il est appelé dans la conjugalité à se donner librement. La femme, pareil. Et donc, d'appartenir librement à l'autre. Et ça, pour moi, ça me plaît. Donc, c'est lorsque je me donne à l'autre que j'appartiens à l'autre. De toute façon, moi, j'allais dire que l'appartenance, c'est un besoin fondamental. Oui. Déjà. Oui. C'est parmi eux, oui. Oui. Donc, il faut que j'appartienne à un groupe, à une société, quel qu'il soit. S'il y a mariage, s'il y a conjugalité, il y a une appartenance. Mais ce n'est pas une possession. Ce n'est pas quelque chose, comme j'allais dire, une fusion, c'est-à-dire la perte de l'un ou de l'autre. L'appartenance, c'est la prise en compte d'un individu dans un groupe. Donc, j'appartiens à un couple parce que je suis, c'est-à-dire que mon époux tient compte de ma présence, comme je tiens compte de sa présence. Donc, il m'appartient parce que j'ai tenu compte de sa présence. Oui. Mais ce n'est pas une disparition. Mm-hmm. Et avant, maintenant, on peut prendre le nom, la femme peut prendre le nom de sa mère ou de son père, même si elle est mariée, ou etc. Parce que justement, il y avait cette notion de disparition. Et quand une famille avait que des filles, on disait, le nom, il va disparaître. Parce que finalement, il n'y aura que des maris et finalement, la descendance de cette famille, le nom va disparaître. Alors que ça ne devait pas. Alors que, voilà. Et c'est pour ça que certaines fois, quand on n'avait que des filles, on n'était pas content. Ouais. Oui, c'était des malédictions. Oui, c'était... Et puis c'était aussi être faible, d'avoir que des filles. Et je voulais dire aussi, c'était par rapport à la question de Rebecca. Est-ce que tu peux me la rappeler? Du coup, juste pour te laisser... On parlait de liberté et conjugalité. D'accord? Cette liberté. Et le troisième point qu'il y avait à l'intérieur... C'était les contrats de mariage. C'est ça, les contrats. Oui, on fait ce qu'on veut, toutes sortes de modes de contrats. Voilà. Alors... Qu'est-ce qu'on en pense? Oui, ce que j'en pense, alors je vais le prendre avec des pincettes, tout en mettant les pieds dans le plat, comme dit Moïse. Rien n'est contradictoire. Il n'y a pas de contrat qui puisse être contradictoire. C'est-à-dire que les gens sont très sur la défensive
quand il y a des contrats de mariage, c'est-à-dire pour la protection des terres ou des biens, etc. Mais quand on se marie sous la communauté, c'est aussi un contrat. C'est un contrat. Hein? Il y a plusieurs types de contrats, mais ça n'enlève pas, et je le redis encore, le sens de la conjugalité. C'est surtout si ces contrats-là servent pour déconjuguer, on va dire. Oui, voilà, c'est surtout pour... on se sert de chantage. Si tu ne fais pas d'enfant, ben, tu n'auras rien, tu auras droit à rien, des choses comme ça. Alors, l'émission tend à sa fin. Oui, mais je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que Sandrine disait, à la question de notre auditrice aussi, ou de notre auditeur. Il faut se rappeler quand même dans la Genèse, même à ta question, quand tu as posé la question, est-ce qu'on s'appartient l'un à l'autre? On rappelle quand même, si nous restions créationnistes, nous croyons dans la création, donc si nous croyons dans la création, nous faisons référence au texte biblique. Quand Dieu va créer Adam et Ève, d'accord, il va tirer quelque chose du corps d'Adam pour faire Ève. Et ensemble, il te dit que les deux vont former une seule chair. Donc, quand les deux forment une seule chair, l'un appartient à l'autre. L'un vit de l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ce que Dieu a enlevé dans mon corps. Et ce qu'il a enlevé dans mon corps doit aussi se joindre à son origine. C'est-à-dire former un seul corps. On s'appartient l'un à l'autre. Mon corps appartient à ma femme. Le corps de ma femme appartient au corps à mon corps. C'est-à-dire, on forme un seul. Et c'est ça le mariage. Le mariage, c'est ça. C'est de pouvoir accepter l'interdépendance. Sandrine a parlé qu'il n'y a pas de fusion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disparition de la personnalité. Mais on s'appartient l'un à l'autre. On est interdépendants. Et pour que je puisse maintenant, quand j'ai décidé de pouvoir me joindre à celle que j'aime, et c'est pour ça la notion de l'amour est importante ici. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui permet de faire lien. Et si cet amour disparaît, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quelquefois, au fur et à mesure, les choses se détachent parce qu'on fait la différence entre mari et femme, alors qu'ils ont formé une seule chair. Et juste pour vous donner un exemple, pour montrer comment cela a créé des problèmes. Juste un moment, ils ont formé l'un et l'autre, Adam et Ève. Il a suffi que, par exemple, Ève se retrouve toute seule. Satan, le dragon, le serpent ancien, lui fait des propositions à Ève de devenir Dieu. Tu n'as pas besoin de personne maintenant pour que tu puisses exister. Tu peux vivre par tes propres moyens. Regardez les catastrophes qui se sont écoulées juste après cela. Juste pour dire que quand par exemple, on décide de ne plus faire lien, alors qu'on est toujours sur le régime, et c'est où? Parce que quand il n'y a pas accord, il n'y a pas accord. Mais quand il y a accord, il faut faire attention au régime qu'on a accédé. Et maintenant, le simple fait que Ève, un moment, a fait le choix, d'accord, de pouvoir faire confiance au serpent et de pouvoir prendre le fruit, regardez ce qui s'est passé. Eh bien, jusqu'à maintenant, des milliards de personnes sont mortes. Ces enfants, juste par la suite, se sont entretués. C'est pour vous montrer cette décadence qu'il peut y avoir au sein du mariage quand une personne décide de faire cavalier seul et de ne plus conjuguer ensemble. Parce que quand le serpent a proposé à Ève, Ève aurait pu demander conseil à son mari. Et peut-être ils auraient raisonné et peut-être on ne serait pas là. Et non plus, l'émission non plus ne serait pas là. Bon voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? L'émission, ben, de vivre sans péché. Bon, j'aurais préféré de vivre sans péché. Mais toujours est-il pour dire que vraiment, quand on prend un accord, on se met ensemble, on conjugue ensemble, eh bien l'interdépendance, nous acceptons d'être interdépendants l'un de l'autre. Donc, j'appartiens à l'autre. Je vais rajouter un petit chose par rapport à ce qu'a dit. Comme on est dans une émission Homme sans masque, non, c'est pour lâcher Ève un peu. C'est juste pour lâcher Ève un peu. En fait, Ève propose à l'homme quelque chose et l'homme devait faire en sorte, en tant que responsable de ce... C'est pour revenir aussi à la question de dot. Ce responsable-là, de faire en sorte que nous ne soyons pas là aujourd'hui. Non, mais c'est déjà fait, c'était trop tard. C'était trop tard, ils étaient liés. Non,
Adam aurait dû faire en sorte que nous ne soyons pas là. C'était trop tard pour Adam parce que c'était trop tard. Adam, de la même façon qu'Ève aurait pu prendre conseil. C'est important ça parce que dès qu'elle va céder, Adam est inclus. On a tendance à se dire que parce qu'elle a fait, donc j'ai fait, il a fait, donc j'ai fait. Non, je ne mets pas toute la cause sur les femmes. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que tu as dit ça, mais c'est juste le clin d'œil aux hommes et aux femmes. Adam avait cette possibilité, justement, comme Ève, de prendre conseil auprès de lui, de prendre conseil auprès de Dieu, avant d'accepter le fruit d'Ève. Il était instruit par Dieu. Et donc, il devient celui qui va porter la réponse finale, qui va mettre le clou à cette affaire-là. L'homme, donc, dans la conjugalité, l'homme a un rôle particulier. Je le crois de plus en plus. L'homme mâle, a une responsabilité beaucoup plus importante, c'est pas pour déresponsabiliser les femmes dans la conjugalité, hein, beaucoup plus importante que celle Nous sommes d'accord. de la femme. Tout à fait. Voilà, alors, maintenant, je propose qu'on fasse un petit tour de table pour terminer l'émission avec la notion d'amour inconditionnel, là, pour pouvoir vraiment clore l'émission. L'amour inconditionnel, sa place dans la conjugalité et la liberté. Je ne sais pas si vous voyez où je veux arriver. L'amour inconditionnel. Qui veut commencer? Je veux bien m'y tenter parce que pour moi, la question de la liberté pose la question de l'amour. Oui. Et pose effectivement cet amour inconditionnel dans le sens où si j'estime réellement que l'autre, mon conjoint, ma conjointe est libre, là je l'aime réellement. Et en fait, le couple va devenir un lieu d'épanouissement réellement lorsqu'on va être dans cette conjugalité où on estime que l'autre est libre. Et lorsque l'autre humain va faillir, je serai là, like Christ, tendre la main. Tout à fait. Tendant la main, pas en incriminant l'autre, mais en amenant ma dot spirituelle, ma dot sociale, ma dot psychologique, ma dot morale. Cette dot-là qui va le relever. Tout à Et fait. dans cette conjugalité-là, pour moi, on est dans une logique d'amour inconditionnel. Ce n'est pas parce que tu ne tombes pas, ce n'est pas parce que tu ne fais pas d'erreur, ce n'est pas parce que tu ne me donnes pas ceci ou que je ne t'aime pas. Je t'aime pour que tu puisses justement apprendre à être meilleur. Voilà. Une meilleure version de toi. Je suis là auprès de toi pour participer, travailler avec toi pour que tu sois une meilleure version de toi. Et c'est dans l'amour qu'on peut être une meilleure version de soi. Très belle conclusion, Moïse. Moi, je dirais que l'amour inconditionnel, il prend du temps à arriver. Il se construit. Oui. C'est une maturation. Ah oui. Et ce n'est pas une passion. Il ne faut pas que ce soit trop. Faut pas que ce soit trop long. Mais ça reste quand même un contrat, un processus. Parce que tu viens de le dire, hein, si c'est pas évident, si c'est différent, il faut quand même que la construction de maturité se fasse pour être accueilli. Tout à fait. Hein? Donc l'amour inconditionnel, à condition que ça ne devienne pas du passionnel. C'est surtout ça. Donc, quelque part, il est possible en toute liberté lorsque il est raisonné. Tout à fait. Eh bien, nous terminons avec une note théologique. Alors, l'amour inconditionnel n'empêche pas la séparation. L'amour inconditionnel n'empêche pas la séparation. L'amour inconditionnel, quand je t'aime sans condition, eh bien, quand deux hommes, une femme et un homme acceptent de se marier, c'est qu'ils se mettent des conditions. Des conditions l'un et l'autre pour vivre heureux.
Cependant, cet amour inconditionnel de Dieu qui réside dans un principe, eh bien, doit demeurer éternellement au sein du couple pour permettre à ce que les autres amours puissent vraiment perdurer. Et ce que je voulais dire, c'est que l'amour peut durer si l'on accepte de transformer sa relation en dépassant le choc amoureux qui marque souvent les premiers temps de la rencontre. C'est la fameuse période fusionnelle. Et c'est pourquoi je dis que maintenant le couple baigne dans un heureux sentiment de complétude pour pouvoir se compléter. Et pour pouvoir arriver à ce stade-là, eh bien, il faut accepter cet amour inconditionnel de Dieu qui nous invite à être transformés afin que nous puissions apprendre à aimer la femme, le mari que nous sommes, pour que nous puissions aimer l'autre comme nous-mêmes. Donc, vous voyez le travail qu'il y a à faire, et cela est possible dans la conjugalité. Merci Eric, merci Moïse, merci. Merci. Et Sandrine, c'était l'émission L'homme sans masque. Le thème d'aujourd'hui, c'était conjugalité et liberté. Merci de votre confiance. On se retrouve le mois prochain pour une toute autre émission. C'était L'homme sans masque sur les ondes de la 93.3 et le YouTube Live de Radio Vie Meilleure. Présenté, animé par Jean Holder. L'homme sans masque.